Merci, cher ami. Je tiens à remercier déjà, bien sûr, notre cher maître professeur Bosfeha pour l'invitation et puis pour tous les efforts d'avoir essayé d'impliquer la pédopsychiatrie avec le département de pédiatrie, avec les services de pédiatrie. Et je me rappelle très bien que vous m'aviez à chaque fois invité à des thèses, à des travaux scientifiques et je vous en remercie infiniment. Je pense que je remercie aussi bien sûr mon ami professeur Ben Hussein pour l'invitation et on est très motivés avec Ousseda Chahid de travailler ensemble. Je pense que c'est déjà il y a un petit noyau qui peut faire beaucoup de choses. Bien sûr Ousseda Souirsi aussi par rapport à la société marocaine de neurophysiologie clinique et je remercie aussi les résidents de pédopsychiatrie qui sont là. Donc tout à l'heure on avait dit qu'il n'y avait que les résidents de pédiatrie. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai essayé de voir, on a vu ensemble avec professeur Ben Hussein, voir un peu comment est-ce que on va agencer, j'ai la lourde tâche de démarrer en premier, donc c'est un peu difficile, mais on va y arriver. L'idée, c'est vrai qu'on se rend compte que le déficit immunitaire, il touche un peu à tout le monde, mais nous, aujourd'hui, on va essayer un peu de voir, excusez-moi, le neurodéveloppement et effectivement tout ce qui est développement psychologique chez l'enfant. On va essayer aussi de voir, donc l'idée, c'est de voir aussi, je ne sais pas s'il y a le pointeur, j'arrive pas à... Il y a un pointeur? Ah, c'est pas grave, donc je vais faire ça. C'est pas grave, je continue. C'est pas grave. Donc, l'idée, les objectifs, c'est d'essayer de relier la maturation cérébrale et les trajectoires psychiques. Je sais que pour certains, comme pour nous par rapport au déficit immunitaire, c'est un petit peu peut-être soit des rappels, soit des choses nouvelles, et donc du coup, des fois, c'est compliqué. Identifier des périodes sensibles, parce qu'on le sait tous, dans la trajectoire et dans le développement, justement, un petit clin d'œil pour l'Oustad Bosfeha. Donc, justement, il y a des tranches d'âge où on est plus vulnérable et où l'enfant ou l'adolescent, il est un peu plus vulnérable que d'autres, on est d'accord. Repérer bien sûr les facteurs de risque et de résilience et puis illustrer certaines implications cliniques. Donc, bien sûr, le développement de l'enfant et de l'adolescent résulte d'une interaction constante, bien sûr, entre le biologique et le psychologique. C'est-à-dire, on va dire, la dualité entre, on va dire que c'est que organique, que biologique, et où là, c'est une pathologie pédopsychiatrique ou psychiatrique tout court ou psychologique. Donc là, on sait tous qu'on est à des années-lumière de ça, donc il y a toujours une interaction, en tout cas dans le développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent, cette dualité un peu qui est encore plus vrai, on va dire, chez l'enfant et l'adolescent. Donc le neurodéveloppement pose les bases, certes. Il organise la croissance et la maturation du cerveau permettant l'émergence des fonctions cognitives, émotionnelles et relationnelles. Mais le développement psychologique, il va s'appuyer sur ce neurodéveloppement pour construire notre personnalité. C'est-à-dire que pour on va dire, me construire moi-même, j'ai besoin de ce que l'on dit salama l'udwiya. Ça veut dire qu'il y a nécessité qu'il y ait vraiment pas de trouble pour que je puisse avoir un bon développement de la personnalité, la pensée, la vie affective. On va voir tout ça. Donc les expériences précoces que subit l'enfant au cours de cette maturation, ils vont façonner un peu les circuits émotionnels, la régulation du comportement et la construction de l'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que va vivre cet enfant dans son environnement, que ce soit une maladie, que ce soit de l'immunité, que ce soit un stress, que ce soit de la violence, qu'il soit exposé à n'importe, que ce soit interne diélo ou là, de l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va impacter la trajectoire développementale de cet enfant-là et donc la construction même de sa personnalité. Tout ce que va vivre cet enfant dans l'environnement va impacter la structuration même du moi.
Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ça va? Vous suivez? Alors, ainsi, du nourrisson à l'adolescent, l'évolution d'un individu suit une trajectoire intégrative. La différence, c'est de se dire que avant, on disait il y avait peut-être les troubles justement qui démarraient, peut-être qui sont spécialement inhérents à la pédiatrie, et d'autres qui sont plutôt celles des adultes. C'est vrai pour certains, mais là, on se dirige vers un continuum. Ça veut dire qu'il y a des troubles qui démarrent effectivement, on va dire, dès le jeune âge et qui vont se continuer à l'âge adulte et qui ont bien sûr une implication clinique. Donc là, c'est juste pour rappeler que le cerveau de l'enfant se construit sur une logique séquentielle et interactive. Ça veut dire que c'est simultané, mais c'est aussi dans l'interaction. Donc c'est dynamique dans l'interaction avec son environnement. Les premières années sont marquées par une croissance, bien sûr on le sait, bon, je fais des rappels pour les jeunes, une croissance synaptique rapide suivie d'une élimination sélective, donc le fameux élagage synaptique, on est d'accord, donc qui va se faire à quel âge? Juste on continue pour les résidents. De pédopsychiatrie pour vous réveiller. Premier élagage synaptique, on va le voir tout à l'heure. Il y a 2 élagages synaptiques, c'est important de le savoir parce que ça fait aussi une spécialisation. Et puis, c'est des périodes aussi de remaniement, donc de fragilité par rapport à ces enfants et à ces adolescents. Le premier se fait avant 5 ans. De 4-5 ans, et le deuxième, c'est à l'adolescence. J'insiste parce que c'est un message clé parmi justement les messages clés de ma présentation, c'est de se dire qu'il y a des choses qui se font, et je vais insister sur les interactions précoces qui se passent déjà en tant qu'enfant, etc., peut-être même dans la vie fœtale, etc., mais même s'il y a des ratés, des fois, et ça peut arriver, et c'est pas grave, il y a encore une deuxième chance pour ces enfants, ces adolescents, et pour ces mamans, ces papas, qui peut-être... et puis, c'est une deuxième chance qui se fait à l'adolescence. C'est important de le savoir. Donc, dès que l'adolescence, c'est un moment important qu'il faut savoir un peu profiter de la deuxième chance, parce qu'il n'y en aura pas d'autre, parce qu'une fois à l'âge adulte, c'est déjà fixé. Là, c'est juste pour rappeler un peu la plasticité cérébrale. Donc, le cerveau de l'enfant, en général, de l'adolescent, le khassia dialo, c'est qu'il est quoi? Il est toujours en développement. Ça veut dire que c'est pas fixé, c'est pas un cerveau d'un adulte. Il va, donc bien sûr, la fixation, la maturité cérébrale, elle arrive vers quel âge? Merci. Donc, l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on voit l'adolescent à 14 ans, donc ça sous-entend qu'il y a encore des choses à faire pour cet adolescent, même si, bien sûr, et c'est important de le signifier, même si au niveau responsabilité légale ou médico-légale ou civile, 18 ans, ça ne correspond pas à la maturité psychologique. Ça veut dire qu'il y a possibilité qu'il fasse des choses, peut-être, ça peut arriver, mais il y a encore des chances, ce n'est pas une condamnation, j'ai envie de dire l'espoir d'aller mieux. Alors, par rapport à la myélinisation, les connectivités, ça c'est juste pour rappeler que vraiment c'est une intrication. Bien sûr que les facteurs qui vont influencer ce neurodéveloppement, il y a des facteurs biologiques, génétiques, comme on le sait tous, les hormones, la nutrition, tout ce qui va être inhérent à la biologie, les facteurs environnementaux, et là, on va voir la qualité de l'attachement. C'est-à-dire l'attachement, je rappelle, c'est quoi? D'accord. Et au fait, l'attachement par définition, je vais en reparler tout à l'heure, mais je vais insister parce qu'on ne peut pas aborder tout, mais parmi mes objectifs pour aujourd'hui, c'est d'insister sur les interactions précoces et de la qualité de l'attachement. La qualité de l'attachement, le lien affectif, c'est un lien affectif que lie l'enfant avec la figure d'attachement pendant la première, deuxième, troisième année de vie, IMSA.
Juste comme ça pour les jeunes. Je ne pose pas les questions au Seigneur. D'accord. Donc, je vais plus poser de questions. Donc, du coup, le lien d'attachement, c'est quelque chose d'important parce que ça va conditionner l'attachement qu'on va avoir nous-mêmes en tant qu'adultes. Ça veut dire que vous, en tant qu'adulte, tout le relationnel que vous pourrez avoir avec, que ce soit amoureux, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos enfants, va être conditionné par la base primaire, qui est le lien d'attachement primaire avec la figure d'attachement, généralement la mère. D'accord? Donc, et c'est pendant la première année de vie. Ça veut dire que tout se joue, la première année de vie. Et ça va conditionner premièrement le type d'attachement. C'est pour ça que vous aurez des profils qui vont être un peu insécures et d'autres qui vont être plus sécures, plus affirmés, etc., etc. Mais le mouchkila de l'attachement, c'est que premièrement, il y a des causes neurobiologiques, bien sûr qu'il y a un substratum neurobiologique, mais la deuxième des choses, c'est que c'est un continuum. Il conditionne tous les autres types de relations que vous pouvez avoir, même en tant qu'adulte. Ça veut dire que pour prévenir, il faut déjà former, sensibiliser par rapport à l'intérêt de ce premier lien. D'accord? Alors, je passe les facteurs psychosociaux, tout ce qui est stress. Bien sûr, on est d'accord que tout ce que va vivre l'enfant, ça on peut le prendre de ce côté-là, tout ce que va vivre cet enfant-là dans cet environnement-là, que ce soit d'Yellow ou là que ce soit de ses parents, que ce soit une violence à laquelle il est exposé ou là que ce soit une violence conjugale, bien les parents, etc., mais à laquelle il est exposé, va effectivement être un facteur de stress et donc du coup impacter son développement. Bien sûr que le neurodéveloppement, comme vous le savez tous, moi je fais que des rappels, comme quoi il démarre déjà à la 3e semaine, qu'il y a cette histoire de neurodéveloppement de l'enfant avec cette spécificité d'une grande plasticité chez l'enfant et l'adolescent. La grande plasticité, on est d'accord que c'est à double escient, ça veut dire que ça peut être quelque chose de bien, dans le sens qu'elle permet, s'il y a un accident, entre guillemets, un remaniement. Mais la deuxième des choses, c'est puisqu'il y a la plasticité, les remaniements, ça sous-entend que c'est une période aussi de fragilité. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, vous suivez? Ça va? Bien sûr, je rappelle, à l'âge de l'adolescence, il y a la deuxième partie où il y a un deuxième élagage synaptique. C'est là, encore une fois, où le cerveau de l'enfant va se respécialiser, si vous voulez. Tout ce qui n'est pas utilisé va être perdu. Mais il y a aussi je vais juste... Oui, voilà. Il y a aussi cette histoire de myélinisation qui va être améliorée. Et puis, il y a quelque chose qui est important à cet âge, c'est que on se rend compte que le système limbique, effectivement, le système limbique, c'est le système émotionnel. C'est lui qui gère, c'est le cerveau émotionnel, si vous voulez. C'est lui qui gère un peu toutes les émotions, etc., qu'on peut ressentir et que l'enfant peut ressentir. Par contre, chez l'adolescent, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on est d'accord que l'enfant, il n'est pas encore outillé pour ça, parce que même si elles sont présentes, le système limbique ou le cerveau émotionnel, certaines zones ne sont pas encore fonctionnelles. Ça sous-entend qu'il ne contrôle pas bien un peu ses émotions. Du coup, vous aurez quoi? Des passages à l'acte un petit peu, le contrôle, la crise, etc. La gestion des émotions ne se fait pas de manière comme on l'aurait trouvé peut-être chez l'adulte, ou d'ailleurs vous allez trouver des adultes qui ne contrôlent pas non plus. Donc ça sous-entend qu'ils sont restés fixés à cet âge-là. Je dis, je pointe personne, mais je dis que normalement c'est vers 6-7 ans on commence un petit peu à gérer différemment, à comprendre que quand j'ai une émotion, alors je peux faire autrement, je peux gérer autrement. Bien sûr, à l'adolescence, là, je comprends que, et je fais le lien, que même si je suis en colère, je ne suis pas obligée de le montrer. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'installait de l'ordre d'un faux self, mais
je comprends que, effectivement, même si je suis en colère, là, j'ai peur, je ne vais pas montrer que je ne suis pas obligée de le montrer à tout le monde. Donc, je contrôle un peu ce que je peux montrer à l'autre. L'idée, c'est que chez l'adolescent, le cortex préfrontal, il n'est pas encore mature, il est en retard par rapport au système limbique. Donc, عنده تعرف على les émotions كاينين عارفهم تعرف عليهم كاملين حس بهم ولكن le préfrontal qui contrôle l'impulsivité ou رد الفعل لهذوك les émotions, qu'est-ce qui va se passer? Il est immature. Ce qui fait que vous aurez des passages à l'acte. Ça veut dire que c'est des passages à l'acte. Alors, le développement, bien sûr, psychologique de l'enfant, Radine dire rapidement en rappelant Piaget, en sachant que même si actuellement Piaget, parce que même si pour moi, il y a beaucoup d'évolutions depuis Piaget, il y a les neurosciences, les compétences de l'enfant, les compétences du nouveau-né, etc. Mais l'idée, ce n'est pas de rentrer dans ces détails. L'idée, c'est de se dire que c'est un peu des étapes par lesquelles l'enfant passe et arrive à un certain moment où il arrive à avoir on va dire, au niveau cognitif, la même chose à maturité avec l'adulte. Le développement affectif et émotionnel, on est d'accord que l'enfant apprend à identifier, exprimer et réguler ses émotions, on l'avait déjà dit. Et là, par contre, je reprends mon idée sur l'attachement. Je vais insister parce que c'est une interface entre le cerveau et la psyché. La psyché, bien sûr, vous avez compris que c'est tout ce qui est en lien avec le psychologique. Donc c'est à la fois une expérience affective et une expérience neurobiologique. Et les figures d'attachement régulent le stress. Normalement, mais c'est une figure d'attachement fiable, ça sous-entend que même si l'enfant est exposé à un stress, il va s'appuyer sur sa figure d'attachement et elle dit que la figure d'attachement, elle est censée faire par avant. Ça veut dire qu'elle va le protéger d'un trop plein d'émotions, trop plein d'excitation. Mais bien sûr, on est d'accord, bien sûr, via les circuits préfrontaux impliqués dans la régulation émotionnelle. Et on le sait aussi, c'est que il y a 4 types d'attachement. Imma c'est sécure, imma insécure. Et dans l'insécure, il y en a 3. Imma c'est plutôt, je n'ai pas le pointeur, mais je vais montrer. Donc, généralement, on va être sur l'attachement dit sécure. 60% des gens sont sur cet attachement-là. Et puis, sur l'attachement dit évitant craintif. Ça veut dire que c'est le relationnel que j'ai eu avec la figure d'attachement liée à généralement la mère n'était pas suffisant pour avoir une assise qui est stable. Du coup, menaçante. Je suis évitant toutes les relations. Je vais fuir toutes les relations. Ça veut dire que même en tant qu'adulte, je préfère ne pas aller vers l'autre parce que les autres sont perçus comme menaçants. Et parce que je me suis basée sur déjà un modèle qui était déjà par rapport à la figure d'attachement. L'attachement préoccupé, donc aussi anxieux ou la fusionnelle, c'est le fait, vous allez retrouver même des adultes d'ailleurs, qui vont être tout le temps dépendants des autres. Ils sont toujours la victime, etc. Donc ça, c'est en lien avec ça. Ou là, un attachement dit détaché ou ambivalent, on va dire, presque désorganisé. Des fois, la réponse de la mère, elle est sur le versant anxieux. Des fois, elle est sur le versant évitant, elle le rejette. Du coup, l'enfant m'a dit et ça le désorganise. Donc, ça permet de faire le lit d'un attachement dit insécurisant, désorganisé. Le mouchkila, c'est que quand le type d'attachement, il va influer sur le psychologique. C'est-à-dire que si j'ai un attachement sécure, j'ai une capacité de mentaliser, de réguler mon émotion, mes sentiments, ma colère. Mais si je suis sur les autres types, là, par contre, il y a des conséquences à cet attachement insécure. Notamment, par exemple, pour l'évitant, je donne juste l'exemple pour respecter un peu le temps. L'évitant, par exemple, il y a une hyper-adaptation. Ça sous-entend quoi? Que je vais effectivement
essayer de ne pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir trop de relationnel. Et donc, à chaque fois, je vais essayer on va dire, de trouver des stratégies pour m'adapter. Ou les qui pas dans le bon sens. Parce que, comme un mécanisme de défense, je vais créer un faux self. يعني ما غاديش نبين للاخرين بانني راه تنخاف من الريلاسيونيل اكسيتيرا اكسيتيرا ولكن غادي نحاول انني نبان عاديه ولكن في هذيك المحاوله سي ان mécanisme de défense. Je donne une image de moi qui n'est pas la bonne, qui ne me correspond pas, mais qui permet de socialiser. D'accord j'ai hésité parce que je me disais ils vont essayer de se catégoriser parce que ça oui c'était pas l'arrière-pensée, c'était juste pour vous dire. Donc du coup l'idée aussi c'est que pour construire après oui pour voilà. Alors après, même pour construire notre soi, le moi d'Yenna, pour construire le moi et l'identité, il y a un sous-basement neurobiologique qui fait justement travailler l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal. Et bien sûr, pour que je puisse construire le moi, pour que l'enfant puisse construire le moi, merci qu'on fait un trouble. Parce que s'il y a un trouble, ça va impacter la structuration du moi. D'accord bien sûr que l'enfant construit une image de soi à partir du regard aussi des autres, ce n'est pas que neurobiologique, on est d'accord, et des expériences vécues. C'est pour ça que l'enfant et l'adolescent va se construire dans le regard de la mère. C'est-à-dire, الطريقة باش كتشوف الطفل ديالك تتأثر على تكوين الشخصية ديالو. Donc, je sais qu'il y a des choses biologiques, mais bien sûr, encore une fois, dans l'interaction, qu'il y a des choses biologiques, mais aussi qui ne sont pas suffisantes pour donner le trouble, mais le fait qu'il y ait aussi des choses environnementales fait que, effectivement, il y a un risque de trouble. L'identité se consolide bien sûr à l'adolescence avec l'apparition des aspects sexuels, affectifs et sociaux. Ce qui est important aussi, cette histoire de plasticité avec cette histoire de fragilité, c'est vrai que ça donne beaucoup de potentiel parce que ça permet de réaménager le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, mais en même temps, c'est des périodes, comme j'ai dit, de fragilité. Les interactions précoces, l'attachement, etc., activent les circuits préfrontaux et limbiques, créant un ancrage relationnel à la base du développement émotionnel et cognitif. Ça veut dire que je vais m'appuyer sur du neurobiologique avec l'interaction avec l'environnement et je m'appuie sur le relationnel de l'attachement pour avoir un développement cognitif, émotionnel, ce que vous voulez, affectif, mzian. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ça va? Vous suivez? Bien sûr que s'il y a des expériences précoces de stress, ça peut être une maladie, ça peut être de la violence, ça peut être n'importe quoi, tous les types de stress et on peut les imaginer, ce n'est pas exhaustif. En tout cas, toutes les expériences précoces de stress vont donner une hyperactivation de l'amygdale qui est le centre de la peur, on est d'accord, de l'agressivité, etc. Qui vont donner une réduction de la connectivité frontolimbique. Frontolimbique, elle est parce que le préfrontal qui contrôlait le limbique. Donc du coup, le contrôle tient, d'accord. Et du coup, j'ai chez l'adolescent, des fois, j'ai des passages à l'acte, j'ai des actes un peu presque de, on va parler de conduite à risque. Ça veut dire qu'il يشد الموتور هادي يسوق بطريقه ماشي à vitesse. Ça veut dire qu'il va faire peut-être même des tentatives de suicide. Il va sauter d'un endroit qui est très haut, etc. Mais l'idée, c'est d'aller chercher justement, j'ai envie de dire, de surfer avec la mort. Je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, c'est ça. Altération de la sécrétion, bien sûr, du cortisol via, on connaît tous le fameux axe de stress. Bien sûr, juste une petite chose, c'est que l'architecture, elle est dynamique et interactive, mais elle démarre très tôt déjà. C'est-à-dire déjà, la neurogénèse, on est sur le 0,9 mois, il y a déjà un stress, etc. Ça va sécréter et faire une vulnérabilité aux toxiques qui sont, donc le cortisol, etc. Il va atteindre le neurodéveloppement du fœtus. La deuxième des choses, 0,3 ans,
s'il y a justement, on va se dire, il y a la synaptogénèse, comme on l'avait dit, myélinisation, mais qu'est-ce que ça donne? Au niveau de l'enfant, de 0 à 3 ans, il est plus sensible aux interactions précoces. Donc ça sous-entend, si l'entourage ne lui parle pas, il n'y a pas de bonnes interactions, la sensibilité et le soin ne va pas se construire de manière adéquate. L'enfance, à partir de 7 ans, il y a une consolidation des compétences cognitives et puis après, le remodelage cortico-limbique, à l'adolescence, c'est une deuxième chance. L'adolescent, et on va se dire à ce moment-là, il faut profiter s'il y a eu un état des lieux. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et est-ce qu'il y a, par exemple, quand je dis marché et pas marché, ça veut dire est-ce qu'il y a, par exemple, une maladie, pas une maladie, est-ce qu'il y a une adaptation à une pathologie chronique ou pas, etc. Mais c'est le moment où on fait un peu un état des lieux, d'accord? Et on va justement, suite à ça, pouvoir... qui fait Alors, l'idée, c'est que effectivement, ce qui se passe à l'adolescence, c'est le fait que qu'il y a l'ambivalence de l'adolescent. C'est-à-dire que en même temps, il a envie de s'autonomiser, de devenir responsable, etc. Et en même temps, il sait qu'il ne peut pas devenir autonome. Il reste dépendant de ses parents. Donc maintenant, bien sûr, l'attaque de l'autorité, que ce soit l'autorité parentale ou l'autorité tout court, d'accord, et quelque chose qui s'installe à cet âge-là, c'est les pairs, ça veut dire les amis, le groupe, l'appartenance au groupe qui fait qu'on est fort avec le groupe, on existe, on s'identifie, on a une identité avec le groupe, d'accord? Et c'est là où, effectivement, commence aussi tout ce qui est peut-être désir, sexualité, etc. Et c'est comme ça que peut-être les premières relations, entre guillemets, amoureuses, qui font que Roi, il essaye de... tout ce qui s'est passé avant, c'était pas bon avec maman, et puisqu'il n'a pas, justement, c'était pas très bien. Donc, du coup, il essaye de projeter sur une autre personne, peut-être tout ce qu'il a raté un peu avec sa maman. Je vais dire ça comme ça. Donc, du coup... après, donc l'idée aussi, c'est que, en fonction de ça, on l'a déjà vu, je vais un peu passer. L'idée, c'est de se dire que cette plasticité, le stress, etc., c'est le même mécanisme que ce qui se passe quand il y a un trauma. Le trauma, c'est pas forcément, c'est vraiment, d'ailleurs, la définition du trauma, ça veut dire qu'il y a deux types. Soit qu'on est sur un trauma grave, etc. C'est un événement traumatisant grave. Maintenant, je peux être sur des petits traumas, mais qui ont justement, le mouchkila ديالهم, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire de jour en jour, les petits traumas غادي يتجمعوا وغادي يشكلوا les mêmes conséquences sur l'enfant et sur le cerveau de l'enfant que j'essaie aussi. Donc, l'idée aussi, c'est que, je vais essayer juste de revenir sur ça. Deuxième petite chose, après l'attachement, il y a ce qu'on appelle le développement de la mentalisation. Mentalisation, c'est la capacité à comprendre les états mentaux de l'autre. ماشي كنقرا ليه افكاره، نو، هي تنعرف كيفاش غادي يتصرف بحكم انني كنعرف عليه شي حوايج. كنعرفوا كيفاش غيتصرف. Une prédictibilité, si vous voulez, une prévision par rapport à comment est-ce qu'il va faire. Je vais juste, par contre, le développement de la mentalisation, on ne peut pas le retrouver dans certaines pathologies, notamment, par exemple, les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles borderline, les troubles de stress post-traumatique. Une petite, peut-être, je vais vous la lire, ça c'est un test psychologique qui permet de voir un petit peu sur le test de Sally et Anne. Ça veut dire qu'on va essayer de voir ensemble, est-ce qu'on a une cognition sociale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se mettre un peu à la place de l'autre et deviner ce que va faire l'autre. Donc là, vous avez bien compris qu'il y a Sally, ou qu'il y a l'habit, qu'il y a un panier, une boîte, ou qu'il y a Anne. Sally met sa bille dans le panier, donc tasse le panier, elle est partie faire un tour. Jette Anne, elle l'a mise, حيدتها من الباني وحطتها في la boîte. فاش غتجي سالي فين تحطها في نظركم؟
فينا تقلب على لابي ديالها. C'est ça. Ça veut dire que ça paraît presque banal de dire non, c'est normal, elle va la chercher le panier parce qu'elle n'a pas vu Anne changer. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est la théorie de l'esprit, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à se représenter ce que va faire l'autre, parce que, effectivement, on va se dire quelque chose. Parmi les choses qui sont intéressantes aussi, c'est un petit test, certes, qui a été beaucoup étudié, etc. L'idée, c'est que dans certaines pathologies, notamment les troubles du spectre de l'autisme, on ne va pas retrouver cette capacité. Ça veut dire que l'enfant avec TSA, si vous faites le test qui vous paraît, vous, peut-être banal, pour un enfant peut-être même de 6-7 ans, il va pouvoir vous dire « Non, mais donc bien sûr, mais là, effectivement, pour un enfant avec TSA qui n'a pas justement cet accès à la cognition sociale, il va, parmi les tests qu'il ne va pas réussir, c'est celui-là. D'accord? Ça va, vous suivez? Bien sûr que l'idée aussi, c'est que l'enfance, l'adolescence, et on avait dit qu'il y avait le remodelage neuronal, donc avec les sensations, les prises de risque, la créativité, on l'a déjà dit, mais aussi une crise dite identitaire. C'est là où l'adolescent va commencer à se chercher, il est en quête par rapport à lui-même. J'ai envie de dire, d'ailleurs je le dis, c'est un entre-deux, entre l'enfant qui n'est plus et l'adulte qui n'est pas non plus. Donc c'est vrai que mais c'est vrai que Fadik Kilfa, il fait des choses, agressifs, il fait des troubles de comportement, il fait des choses, il peut même aller à la consommation de substances psychoactives, etc., à se mettre en danger. Donc, mais là aussi, on est d'accord qu'il est dans cette immaturité-là et cette recherche de sensations. Donc, pour résumer un petit peu, les premières années sont déterminantes, les expériences sensorielles, affectives et relationnelles stimulent la plasticité cérébrale. Tout ce que va vivre l'enfant, il va le stimuler. Une stimulation pauvre, les interactions ne se font pas, ils sont instables ou là, incohérents ou là, ambivalents. Bien sûr, ils auront un impact sur la formation des circuits émotionnels. L'environnement va moduler le cerveau. Donc, quand il y a un stress chronique, les carences affectives, la malnutrition, etc., la maladie, etc., la violence, elles peuvent perturber le développement neuronal et inversement, un environnement qui est sécurisant va pouvoir, et bienveillant, va pouvoir prévenir et protéger l'enfant. Un petit mot sur les troubles du neurodéveloppement. Je rappelle un petit peu la définition. C'est une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel, que normalement, il y a un continuum développemental. C'est dans l'istimrariya, dans la continuité. On n'est pas sur un screening de troubles, de symptomatologie, on n'est pas sur une approche catégorielle, on est sur une approche qui est dite développementale. Il y a beaucoup de comorbidités, c'est pour ça que les tableaux peuvent être très atypiques. Bien sûr qu'on est d'accord, on est d'accord que l'importance du diagnostic précoce est que l'approche elle est multi- et interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Et l'idée aussi, c'est que c'est ce qu'on voit quand il y a des TND. Je rappelle juste pour les jeunes que quand on parle de TND, on est bien sûr sur le trouble du spectre de l'autisme, mais on est sur d'autres troubles, le TDAH, on est d'accord, les troubles spécifiques d'apprentissage scolaire, on est sur les troubles moteurs, les tics, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, mais l'idée c'est de se dire que les conditions ces conditions, quand on a un trouble du neurodéveloppement, il peut affecter la cognition, la régulation émotionnelle, les interactions sociales, donc c'est important à garder en tête. Sur un modèle intégratif, puisqu'on a parlé, et c'est l'essence même peut-être de ce séminaire, c'est de se dire qu'on n'est plus sur quelque chose de duel, on est sur un modèle qui est dit biopsychosocial un peu revisité. Revisité, ça veut dire que depuis longtemps, on sait que c'est biopsychosocial. Mais là, c'est vrai qu'on se dit, parmi les critères du revisité, ça veut dire qu'il y a une interaction dynamique des niveaux.
C'est-à-dire que le bio, le psycho et le social sont en continuelle interaction, qui a une approche trajectorielle et non catégorielle, avec une temporalité, ça veut dire que c'est هما مراحل تيدوز منهم الطفل et donc كل مرحلة عندها واحد la spécificité. Il y a une personnalisation des interventions. Je ne peux pas proposer la même conduite à tenir à tous les enfants ou à tous les ados. Ça sous-entend que c'est une prise en charge qui va être individualisée et bien sûr, il y a une collaboration intersectorielle. On est d'accord que c'est le multi-pluridisciplinaire et chaque enfant est considéré comme une trajectoire singulière. Pourquoi les modèles intégratifs? Bien sûr, c'est pour avoir une approche intégrative de prise en charge, on l'avait bien compris, et les évaluations sont pluridisciplinaires avec une prévention précoce. Les thérapies même vont être un peu combinées et avec des formations des équipes à la lecture du développemental des troubles. Ça veut dire que je ne vais pas, l'approche ou le prisme sous lequel je vais voir l'enfant et l'adolescent n'est pas à l'instant T où ça fait. Non, je le vois dans cette approche un peu d'une trajectoire développementale, avec une collaboration intersectorielle. Il ne faut pas oublier l'école aussi, la justice, des fois le travail social. Je finis avec ça en partageant avec vous deux articles. L'un qui parle des avancées en neurosciences qui peuvent enrichir la compréhension des troubles du développement en intégrant la cognition, les émotions et l'environnement, donc pour expliquer la trajectoire psychologique, mais en même temps, un autre qui vous dit que malgré tout ça, même malgré tous les efforts, tout ce qui est psychologique passe en deuxième temps et que ce n'est pas tout le temps fait. Donc l'intérêt aussi de nous sensibiliser nous-mêmes à le faire. En conclusion, donc, du câblage neuronal aux constructions symboliques, l'enfant traverse une trajectoire de complification. J'espère que ce n'était pas trop compliqué pour vous. Ça va? Vous avez pu suivre. Une approche intégrative réunit la rigueur des neurosciences et la profondeur de la psychologie pour penser l'humain dans sa globalité, pas en termes de symptômes et de peut-être diagnostic. Cette vision unifiée réaffirme le sens du soin, donc accompagner la croissance physique et psychique dans sa dimension neurobiologique, affective et existentielle. Donc l'idée d'une inter- et multidisciplinarité, du symptôme à une trajectoire individuelle, qui a des étapes de transition qui sont importantes à connaître parce qu'ils sont généralement soit des chances pour l'enfant ou l'adolescent, ou là aussi une fragilité. Mais en tout cas, nous, on aime bien les voir comme des opportunités d'intervention et de prévention et de soutien. Je finis avec ça. Donc, je pense que vous connaissez un peu Winnicott Bowlby, si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose ou pas? D'accord. Bowlby, John Bowlby, c'est le monsieur attachement. C'est lui qui a créé, qui a conceptualisé la théorie de l'attachement. Et il vous dit que les enfants en général, quand ils naissent, ils ne naissent pas comme une table rase. Ça veut dire جايين وجايبين معاهم شي حوايج. Donc هذوك الحوايج راه déjà in utero كانوا جابهم معاهم إما biologique, إما dans l'interaction. Winnicott, qui est un pédopsychiatre, qui est très connu, Donald Winnicott, etc., et qui va vous dire un bébé seul n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment avec le bébé un entourage, un environnement. Il peut ramener des choses, un entourage pour qu'il puisse exister. Et voilà, je vous remercie. Merci.